Il est 9h30, bonjour et bienvenue sur Direct Gestion. Je suis accompagnée de Régis Lefort, associé fondateur de Talence Gestion. Bonjour, rebonjour. Bonjour Lucie. Et de Mathieu Bailly, président d'Octo Asset Management. Bonjour. Alors, on va parler de plusieurs sujets ce matin ensemble, notamment avec vous Mathieu, du haut rendement. C'est vrai qu'il s'est passé, il y a eu pas mal de remous sur le secteur, cette classe d'actifs, le marché du haut rendement. Et on va voir justement si il y a une corrélation entre ce marché obligataire qui a été un petit peu dégradé et le marché action, voir un petit peu les perspectives sur les marchés actions. Alors je commence avec vous Mathieu. Le marché du haut rendement qui a été chahuté, tout d'abord, revenons sur ce marché du haut rendement, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors le haut rendement, ce sont des entreprises de qualité moyenne, c'est-à-dire qui ont un endettement élevé, qui décident d'emprunter des obligations. Donc elles payent évidemment une prime supérieure à des entreprises de qualité. Plus une entreprise est de mauvaise qualité sur le crédit, plus elle va payer une prime élevée. Donc on peut, aujourd'hui, si on prend une moyenne, si on fait des grandes cases, une société comme Accor ou Auchan qui emprunte à des maturités 5 ans va payer entre 1 et 1,5% de taux, même pas. Tandis que des high yield vont être plutôt entre, disons, pour les high yield de bonne qualité, c'est-à-dire qu'une société comme Rémy Cointreau ou des choses comme ça va payer 3-4% et on peut aller jusqu'à 10 ou 12%. Après, il y a des sociétés qui étaient de bonne qualité il y a 1 an ou 2 et qui sont devenues dans la catégorie high yield, ce qu'on appelle, alors ça existe aussi je crois sur les actions, Fallen Angels par exemple, et là on pourrait trouver toute la catégorie par exemple des pétrolières ou des matières premières. On va prendre un exemple, un Arcelor, il y a 1 an et demi, empruntait autour de 1,5%, 2% sur 4 ans. Aujourd'hui, en euros, on trouve des obligations qui rapportent du 9 ou du 10. Pourquoi ? Parce que le prix des matières premières a fortement baissé et que du coup, les perspectives de bénéfices et de chiffre d'affaires de Arcelor ont fortement baissé aussi, mais son endettement, lui, il est resté le même, puisqu'ils n'ont pas encore remboursé leurs dettes. Voilà. En 2015, on a vu quand même une chute du haut rendement. Est-ce que c'est quelque chose qui a été finalement suracheté, puis ensuite complètement délaissé ? Alors, c'est vrai que pendant les 2 ans auparavant, les taux avaient déjà fortement baissé, les taux habituels, c'est-à-dire les taux souverains, dus au fait au LTRO puis au QE. Et du coup, il y a toute une catégorie d'investisseurs qui ne trouvaient plus assez de rendement dans les obligations traditionnelles et qui du coup sont allés vers le high yield. Donc ils ont commencé par acheter les high yield de meilleure qualité, donc tout ce qui était comme Arcelor, qui était limite high yield investment grade, des sociétés comme Vallourec, des sociétés, etc., enfin toute une catégorie, en disant, bon, il y a un petit risque supplémentaire, mais je trouve que le jeu en vaut la peine et donc je veux ce petit complément de rendement pour le petit risque supplémentaire. Le seul problème qu'ils ont eu entre 2014 et 2015, c'est que ce petit risque supplémentaire, il s'est matérialisé. Soit parce que par des conditions exogènes, on peut dire, donc genre la baisse du pétrole, soit parce que, par exemple, il y a eu des conditions plus liées à l'entreprise qui se sont aussi matérialisées. On va prendre l'exemple de Oi au Brésil. Les gens se disaient, oui, ok, c'est au Brésil et il y a un petit risque, c'est du télécom au Brésil. Mais ça reste une entreprise dans un secteur de rente, etc. Bon, au bout du compte, le Brésil a fortement chuté, l'entreprise était trop endettée pour faire face à une conjoncture déprimée comme au Brésil, et du coup aujourd'hui, Oi, ça fait du 25% de rendement. Voilà. Alors qu'il y a 2 ans, on était autour de 3-4. Ouais. Est-ce que quand même cette baisse du marché obligataire, du haut rendement notamment, pourrait être un indicateur de ce qui pourrait se passer également sur les marchés actions ? Alors historiquement, si on prend depuis que le high yield existe et qu'il n'y a jamais eu de moment où le high yield s'est dégradé fortement et où les actions ont continué de monter indéfiniment. C'est assez logique. En général, le high yield montre, sa dégradation montre que la qualité des entreprises et la qualité des bilans se dégradent et que les comptes de résultats, c'est-à-dire les résultats futurs, ne vont pas pouvoir améliorer la structure de bilan. Et donc, en général, on commence par une dégradation du high yield et ensuite suivent un peu les actions. Et finalement, le high yield, ça a commencé à se dégrader déjà fin 2014. Le deuxième semestre 2014, sur le high yield, on a fait une performance quasiment négative. Bon, c'était en gros 0, mais avec le coupon, ça faisait que c'était plutôt négatif en termes de qualité. En début 2015, il y a eu une euphorie générale, donc là le high yield a plutôt performé, mais bon, est-ce que vraiment c'était une performance par rapport à des actions qui font plus 25 ? Et on a bien vu en deuxième partie 2015 que
le high yield il a continué de se dégrader un petit peu, mais finalement il s'est dégradé quasiment moins en global hein, que ce que ça avait fait avant. Et les actions finalement ont commencé à rejoindre un petit peu. Et on a vu toutes les actions qui avaient eu les problèmes dans le high yield auparavant, qui ont baissé. Toutes les actions n'ont pas forcément baissé en fin 2015. Celles qui ont baissé, c'est celles qui avaient vu leur prix divisé par... les high yield qui ont baissé pardon, en 2015, ce sont des actions qui avaient déjà baissé du fait des matières premières. Genre Glencore, genre Arcelor, genre Vallourec. Quand les high yield valent 60 ou 70% du nominal, en général, les actions, elles ont été divisées par 10 ou 20. Quoi. Alors justement, Régis Lefort, vous êtes plutôt sur les actions. Est-ce que c'est un indicateur selon vous? Est-ce que vous regardez juste, par exemple le high yield, cette baisse du high yield, est-ce que c'est peut être un indicateur avancé pour vous de ce qui pourrait se passer sur les actions? Oui, peut-être pas sur les actions globalement, puisque en 2015, on voit que les actions fragiles, enfin au bilan fragile, donc les high yield, effectivement ont ont performé de manière très négative, comme Vallourec par exemple, ou CGG Veritas, qui est un exemple encore plus frappant. Mais les valeurs de croissance à forte visibilité ont, elles, au contraire, je dirais, presque bénéficié de cette défiance vis-à-vis des titres high yield. Et leur valorisation, non seulement ce sont des titres qui ont très bien performé, mais leur valorisation a augmenté en valeur absolue. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir finalement un effet boomerang dans les prochains mois, par exemple, le fait que ce soit finalement, on a eu cet effet, en effet, voilà, vous dites, ils ont bénéficié, parce qu'il y a eu ce report des investisseurs de l'obligataire vers les actions, mais est-ce que finalement, si cette dégradation se confirme sur les dettes des entreprises, il pourrait y avoir une corrélation du coup avec les actions après, la performance des actions? Oui, c'est-à-dire que je pense que les valeurs de croissance internationale, les valeurs chères ont plutôt un potentiel de retour, de baisse de leur valorisation, surtout si la courbe des taux se repentifie un petit peu, ce qui est probable quand même dans le cours de l'année, avec la Fed qui remonte progressivement ses taux. Donc ces valeurs de croissance pourraient plafonner en tout cas, et le relais à la hausse pourrait venir des valeurs plus cycliques qui, elles, devraient bénéficier d'une conjoncture un petit peu meilleure en Europe et puis des facteurs exogènes dont on a parlé tout à l'heure, pétrole, devises. Donc voilà. Par contre, je reste très vigilant, très prudent à l'égard des titres qui ont des bilans fragiles, parce que je pense que le stress sur ces bilans ne va pas s'arrêter tout de suite dans un contexte de taux qui pourrait légèrement remonter. Alors justement, parlons des taux. La Fed qui a remonté ses taux, pour l'instant c'est 0,25, donc c'est pas grand-chose, mais elle a annoncé quand même qu'il y aurait plusieurs relèvements de taux. La croissance américaine se porte bien, mais montre comme des signes. On a eu des PMI hier qui étaient mauvais. Est-ce que finalement cette remontée des taux, ça va changer quelque chose en 2016? Est-ce que vous estimez qu'elle a trop tardé? Qu'est-ce que vous pensez vous finalement de cette politique monétaire de la Fed? Alors, en fait, c'était le dernier moment pour eux pour essayer de se donner des cartes au cas où il y a une future crise. Et il y en aura une. Il y en a toujours eu. Alors, on a quelques statistiques qui ne sont pas forcément très bonnes. Alors, ça pourrait. Après, c'est peut-être un peu tôt pour une vraie crise. S'il y a une crise, de toute façon, on est dans des économies de bulles. Surtout aux États-Unis, s'il y a des crises, elles ne seront jamais linéaires et douces. Ça sera un crack. Donc, il pourrait y en avoir quelques-uns. Ça pourrait être commencer par les bulles Internet 2.0, comme on dit. Ça pourrait commencer par une crise de ces sociétés très endettées et au bilan fragile. Ça pourrait commencer par toute la sphère pétrolière qui représente quand même aujourd'hui 15% des indices high yield aux États-Unis, puisque c'est un des secteurs avec Internet qui a le plus profité du crédit pas cher pendant les 3-4 dernières années, parce que le pétrole lui était cher. Et ils se sont dit, ça tombe bien, on en a avec le gaz de schiste, autant s'endetter massivement pour en produire. Donc c'est vraiment un secteur qui a été très développé par un phénomène de bulle. Donc une crise très violente. Après, au niveau de la Fed, le consensus aujourd'hui, c'est qu'ils remonteront leur taux très graduellement. Je pense que le consensus, il est fait comme ça pour deux raisons. D'abord parce que la Fed l'a créé, c'est-à-dire qu'ils ont mis 2 ans pour remonter leur taux en commençant à prévenir quasiment au premier semestre 2013. Et deuxièmement parce que les gens sont toujours un peu aussi à vouloir ce qui va les arranger. Et donc évidemment, une remontée graduelle serait plus facilement
tenable qu'une remontée Oui, bien violente. sûr. On a quand même l'impression maintenant que les banques centrales finalement ne surprennent plus les marchés. Avant, elles avaient ce rôle finalement de guider les marchés et forward guidance, comme disait justement la Fed. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elles suivent les marchés. En tout cas, c'est ce qu'on a eu, cet exemple qu'on a eu avec la Fed. Régis, vous pensez vous qu'elle a eu tort de relever ses taux là en décembre, qu'elle aurait peut-être dû le faire avant ou au contraire ne pas le faire du tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a créé les attentes, en tout cas, pour les relever en décembre. Et donc, ce premier relèvement était conforme aux attentes. Donc, c'était presque un non-événement. Je pense qu'il fallait le faire. Il fallait commencer à remonter les taux, puisque l'économie américaine va bien quand même, crée des emplois. Alors les chiffres ne sont pas tous merveilleux, on peut avoir un mauvais chiffre de temps en temps, mais globalement l'économie américaine tourne bien, donc je pense qu'elle a eu raison de le faire. Vous êtes positif sur l'économie américaine et que finalement c'est bien, on est dans cette phase de normalisation qui va... Je pense que l'économie américaine est dans son rythme de croisière jusqu'en 2018, où on aura peut-être les premiers signes d'un ralentissement de cycle. Vous pensez, vous, que la Fed, finalement, est dans son rôle également quand elle remonte ses taux, qu'en effet, comme dit Régis, l'économie américaine se porte bien, finalement, donc, elle va faire ces 4 hausses de taux prévues et que ça n'aura pas trop d'impact sur les marchés? 4 hausses, alors déjà, oui, effectivement, elle joue son rôle parce qu'il fallait arrêter le crédit trop bon marché. Cette année, on a quand même battu le record de fusion-acquisition de 2007. Pourquoi? Parce que l'argent n'était pas cher et que les chiffres étaient corrects, mais pas non plus faramineux sur les entreprises américaines de qualité. Et donc, du coup, plutôt que de faire de la croissance organique, ils faisaient de la croissance externe en empruntant de l'argent gratuit. Et donc il fallait arrêter ce cycle-là d'emprunt trop bon marché pour éviter une bulle de crédit trop importante. Et au niveau des hausses de taux, jusqu'à 4 hausses de taux, ça fait en gros 80 BP à peu près. Disons que le portage actuel qu'il y a sur les obligations américaines suffit à neutraliser en fait la moins-value qu'on ferait avec la hausse de taux. Donc finalement, ça ferait une année à 0 sur l'obligataire. Ce qui est à peu près ce qu'on a eu en Europe cette année. De toute façon, avec des taux zéro, on ne peut pas espérer c'est logique qu'on fasse à peu près 0 à la fin. Donc là, ils sont à 0 sur leur taux, ils montent un petit peu, il y a un coupon en face et ça sera neutre. Donc c'est pour ça que les marchés attendent ça aussi. C'est qu'ils demandent à la Fed, et comme jusqu'à présent ça a marché, c'est-à-dire que quand ils ont demandé quelque chose à la Fed, ça s'est à peu près fait, ils lui demandent de ne pas créer un krach obligataire. Alors justement, on va en parler de ces rendements que l'on peut avoir sur les actions, mais aussi sur les obligations. C'est vrai qu'on a eu un contexte de taux très bas, donc c'est un vrai challenge pour les gérants obligataires. On en parle justement dans quelques secondes. À tout de suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.